Bienvenue sur Musen TV pour la troisième et dernière partie de cet entretien passionnant avec Bruno Guidardoni qui nous fait l'amitié de nous suivre, d'être avec nous. Donc un entretien concernant la science. Nous avons abordé dans les deux premières parties de cet échange un certain nombre de questions importantes et quotidiennes d'ailleurs sur un certain nombre de phénomènes physiques, l'espace, le temps, la lumière, la physique quantique. Dans cette dernière partie, nous allons sortir du domaine de la physique pour entrer de plein fouet dans la question qui est la question scientifique qui a marqué la période contemporaine, en tous les cas à partir du 19e siècle, qui est la question de la théorie de l'évolution. Donc la théorie de l'évolution de Darwin est-elle encore une théorie ou est-elle une loi? Alors je ne sais pas si on parle, d'ailleurs, vous allez nous le dire Bruno Guidardoni, je ne sais pas si on parle de loi en biologie, mais pour commencer, la théorie de l'évolution de Darwin a-t-elle été définitivement confirmée par la science moderne? Est-elle une simple hypothèse ou est-elle une loi s'il y a des lois en biologie? Alors, encore une fois, les théories, ce n'est pas la vérité absolue, mais les théories restent tant qu'elles sont corroborées par les faits. Donc on peut dire, alors on va revenir là-dessus bien sûr dans l'interview, que la théorie de l'évolution est corroborée par les faits. Maintenant, on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, il y a plusieurs niveaux d'interprétation et c'est très important que nos téléspectateurs comprennent. Ce qu'on appelle évolution, le mot évolution, c'est l'idée que tous les êtres vivants sur Terre, des bactéries jusqu'aux êtres humains en passant par les plantes, les champignons, les animaux, tous ces êtres vivants sont cousins les uns des autres. Ils ont des ancêtres communs et ultimement, ils ont sans doute un ancêtre commun qu'on désigne par l'anagramme LUCA, Last Universal Common Ancestor. Nous sommes tous les descendants d'un être vivant unique qui a vécu il y a 4 milliards d'années, peut-être 3,8, peut-être 4,2, 4,3. Je lisais récemment qu'on avait reculé dans le passé l'époque où cet être existait. Et nous sommes donc tous cousins, plus ou moins éloignés. Évidemment, nous sommes des cousins très éloignés des microbes, des bactéries. Nous sommes des cousins moins éloignés des plantes. Après, nous sommes un peu plus rapprochés encore des champignons que nous ne sommes des plantes. Et puis, nous sommes encore plus rapprochés des animaux, et ainsi de suite. Et nos proches cousins, si l'on en croit cette idée de l'évolution, nos plus proches cousins, ce sont les grands singes, donc les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Voilà. Et nous sommes cousins, c'est-à-dire que nous descendons d'un ancêtre commun, mais notre ancêtre commun n'était ni un être humain, ni un chimpanzé, ni un bonobo, ni un gorille, ni un orang-outan. C'était un autre type d'être vivant. Et il y a eu des débats pour savoir si ça ressemblait plutôt à un être humain ou plutôt à un singe. Est-ce que, par exemple, cet ancêtre commun était quadrupède, comme les grands singes? Les grands singes sont quadrupèdes, ils marchent à quatre pattes. Les grands singes marchent sur les phalanges de leurs membres antérieurs. Ou est-ce qu'il était déjà bipède? On ne sait pas trop. Ce sont des histoires qui sont contestées, qui font l'objet de travaux, etc. Donc, l'évolution, c'est l'idée que nous sommes tous cousins, qu'il y a une unité du vivant. Cette unité du vivant, je pense qu'on peut la considérer avec intérêt parce qu'il y a aussi une unité de la matière. On en a parlé la dernière fois. Toutes les particules élémentaires de l'univers sont semblables. Enfin, tous les électrons sont les mêmes, tous les protons sont les mêmes, où qu'ils soient, tous sont régis par les mêmes lois. Donc il y a une unité, et il y a une unité du vivant. Et l'idée de l'unité, c'est pas une idée qui est fondamentalement déplaisante. C'est l'idée que nous sommes tous finalement des cousins dans l'ordre du vivant. Alors, avant de vous laisser poursuivre, vous disiez qu'il y a un ancêtre commun de toutes les formes vivantes. Et là, vous parliez aussi des plantes, donc pas seulement des humains, pas seulement des animaux, mais aussi des plantes, des champignons, et même des microbes, bactéries, des microbes. Alors, quel est l'ancêtre commun de toutes ces formes vivantes?
Eh bien justement, puisque nous étudions, tout ça vient essentiellement des études qui sont faites à partir de la génétique, hein, puisque tous les êtres vivants ont un plan de développement qui est qui est codé dans des molécules qui sont les molécules d'acide désoxyribonucléique, l'ADN, hein, qui se trouve donc dans chacune de nos cellules, qui se trouve à l'intérieur des microbes, qui se trouve à l'intérieur des cellules des carottes, des baobabs, des chats, des chiens, des poissons, etc. Tous les êtres vivants sont codés selon le même principe, avec le même type de molécules, hein, avec le même alphabet qui permet de coder, qui est un alphabet moléculaire, hein, et tous les êtres vivants reposent sur le même principe. Hein. Et plus les ADN sont voisins, plus les codes sont voisins, plus nous sommes proches cousins, parce que selon les générations, de père en fils ou de mère en fille, hein, l'ADN mute légèrement, et donc il y a un rythme de mutation de l'ADN qui nous permet de remonter à l'époque où les lignées se sont séparées. C'est comme ça qu'on sait, par exemple, que la lignée humaine s'est séparée de la lignée qui va donner ensuite les chimpanzés et les bonobos il y a environ 7 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'horloge de l'ADN, l'horloge moléculaire de l'ADN. Donc, notre code génétique est commun à l'ensemble des êtres vivants et nous avons les mêmes gènes, hein, c'est-à-dire les mêmes mots. Hein, simplement, le discours qui est en quelque sorte dans les cellules humaines n'est pas le même que celui qui est dans les chimpanzés, qui n'est pas le même que celui qui est dans les carottes, mais ce sont les mêmes mots, en quelque sorte, qui sont utilisés pour décrire ce qu'est un être humain, du point de vue biologique, hein, ce qu'est un chimpanzé, ce qu'est une carotte, ce qu'est un... C'est le même alphabet, vous voulez dire. C'est le même génétique. alphabet, et ce sont les mêmes types, ce sont les mêmes gènes, parce que nous avons des gènes communs avec les chimpanzés, mais pas simplement avec les chimpanzés, nous avons des gènes communs avec les poissons, nous avons des gènes communs avec les insectes, etc. Ce sont les mêmes gènes, hein, qui sont faits avec les mêmes... Il y a un truc commun qui relie toutes les espèces voilà, vivantes. Exactement. Donc ça, alors cet ADN qui est dans nos cellules, c'est un code qui va dire aux cellules quelles protéines elles doivent fabriquer. Donc il y a toute une mécanique qui passe par une transcription à travers une autre molécule qui est fameuse depuis le vaccin contre le Covid, qui est l'ARN messager. Et l'ARN messager va ensuite dire à des organites cellulaires que sont les ribosomes quelles molécules de protéines il faut fabriquer. Et effectivement, il y a toutes sortes de molécules, des protéines. Les protéines elles-mêmes sont faites à partir de briques qui sont les acides aminés. Et tous les êtres vivants, il y a des milliers de protéines différentes, sont toutes construites avec les mêmes briques de Lego, qui sont les fameuses acides aminés. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons nous nourrir en mangeant des moutons ou des carottes ou du couscous ou du poisson, parce que nous absorbons ces protéines qui vont être défaites par la digestion en briques élémentaires, hein, et puis à partir de ces briques élémentaires, notre code génétique va dire comment il va falloir reconstruire des protéines qui vont faire la protéine de la peau humaine, la protéine des cheveux humains, etc., qui ne sont pas évidemment les protéines des animaux, mais qui sont constituées des mêmes briques. Donc il y a un code génétique universel, et c'est ça qui est l'argument en faveur d'une unité du vivant, du fait que nous soyons tous cousins les uns des autres, parce que nous sommes construits sur le même modèle du point de vue biologique, hein, avec le même code pour la fabrication de nos protéines, même si effectivement la protéine de peau humaine n'est pas la même que la protéine. Les protéines qui font la peau humaine, c'est pas les mêmes protéines que celles qui font de la carotte ou des lentilles. Alors ça, c'est une unité fondamentale. Et l'évolution dit cela. L'évolution dit nous avons tous des ancêtres communs. Alors, à partir de la séparation avec les grands singes, il y a ce qu'on appelle les hominines. Les hominines, ce sont tous ceux qui sont venus dans la lignée dans laquelle nous nous trouvons, nous, qui s'est séparée des grands singes. Il y a une quarantaine d'espèces d'hominines. Sur ces 40 espèces d'hominines, donc, dont nous nous sommes séparés il y a moins de 7 millions d'années, une seule a survécu, l'Homo sapiens. Les autres ont disparu. Mais nous retrouvons des squelettes qui ne sont ni des singes,
ni des êtres humains. Hein. Les plus connus, ce sont les australopithèques. Les australopithèques, ce sont des hominines qui mesurent à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, qui sont bipèdes, donc ils ne sont pas quadrupèdes, ils sont bipèdes, qui ont capacité d'utiliser des outils, puisque les chimpanzés utilisent déjà des outils, hein, qui probablement, si vous vous approchez trop près d'eux, vont se pencher pour ramasser un caillou et vous jeter le caillou. Et ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des australopithèques. Quand la taille du cerveau dépasse un certain volume, les paléoanthropologues vont appeler ces squelettes qu'ils trouvent des homo, des hommes. Hein, homo voulant dire homme en latin. Quel était leur niveau de conscience? Quel était leur niveau d'intelligence? On ne sait pas trop. Hein. On sait que ces espèces fabriquaient des outils. On a même des témoignages de compassion, c'est-à-dire du fait que ces espèces s'occupaient de leurs congénères en situation de maladie ou voilà. Mais on n'a aucune idée de la façon dont ces êtres vivaient. Donc la différence entre... Là, vous parlez des... Donc ce sont les hominines, c'est-à-dire les 40 espèces qui se sont séparées, au moins, parce qu'on en a retrouvé d'autres, qui se sont séparées on va retrouver d'autres peut-être, qui se sont séparés de la lignée des grands singes. Alors, donc il y a une image... C'est la forme transitionnelle entre les grands singes et l'homme moderne, l'homo sapiens. C'est même pas transitionnel, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le buisson des hominines. C'est-à-dire qu'on a une image qui est totalement erronée, qui est très connue, où on voit un chimpanzé qui se redresse petit à petit et qui fait un être humain. Ça, ce n'est pas ce que dit l'évolution. L'évolution dit que le chimpanzé et l'être humain ont un ancêtre dont on ne connaît pas trop les caractéristiques. Si on le voyait, est-ce qu'on aurait dit ah ben c'est un bipède, c'est un quadrupède, on ne sait pas trop. Hein. En fait, on trouve des squelettes, mais on ne connaît pas bien l'itinéraire évolutif entre tous ces squelettes, c'est-à-dire à partir de quel moment, quel est le squelette, est-ce que c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a que des cul-de-sac. Hein, que probablement l'ancêtre de l'être humain, c'est pas un australopithèque, que l'être humain et l'australopithèque ont un ancêtre commun, mais on n'est pas sûr de l'avoir retrouvé. Donc en fait, on ne sait pas très bien quelles sont les lignées évolutives, quelle est la lignée évolutive qui a donné naissance à l'être humain. Hein. Il y a 40 000 ans, il y a 4 espèces d'êtres humains qui existaient sur Terre. Il y a l'Homo sapiens, hein, l'homme de Néandertal, l'homme de Denisova et l'homme de Flores. Hein. 3 de ces espèces ont disparu, et puis reste simplement l'Homo sapiens, hein, dont les fossiles remontent à 250 000 ans, hein, 300 000 ans. Voilà. Alors dans ce buisson des hominines, effectivement, on ne connaît pas bien les lignées évolutives, et on ne sait pas à partir de quel moment on est face à des hommes qui ont la capacité d'abstraction, qui ont la conscience, qui ont la capacité à parler. Tout ça, ça reste assez mystérieux. Hein. Est-ce que l'homme de Néandertal avait une conscience? Alors, pendant très longtemps, on l'a considéré comme une brute épaisse, puis on s'est rendu compte qu'il enterrait ses morts, qu'il faisait des offrandes avec des fleurs, qu'il était capable de pensées abstraites, qu'il faisait des dessins sur les parois des murs, donc voilà, on ne sait pas trop. Donc, ça reste quand même des interrogations. Alors, pour finir sur la question de l'évolution, avant de revenir peut-être à la question de notre humanité, l'évolution, c'est ça, c'est la parenté de toutes les espèces vivantes sur Terre, les millions d'espèces vivantes, depuis les microbes jusqu'aux êtres humains, en passant par toutes celles qui ont existé sur Terre, mais qui ont disparu. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le mécanisme ou le processus qui a permis cette différenciation. Et là, on arrive dans plusieurs possibilités. Donc, il y a effectivement une proposition qui a été faite par Darwin, qui consiste à dire que le processus de différenciation se fait de façon aléatoire, c'est-à-dire que les enfants héritent des caractéristiques des parents, mais avec des petites variations qui vont permettre soit de favoriser la vie de l'enfance, soit de la défavoriser. C'est évidemment le cliché, par exemple, dans lequel s'il y a beaucoup de nourriture,
un enfant un peu plus grand qui va manger davantage mais qui va être plus fort, va être favorisé pour sa survie. Si au contraire il n'y a pas beaucoup de nourriture, un enfant plus petit qui va manger moins va être favorisé pour sa survie par rapport à un enfant plus grand qui aura un plus grand appétit. Voilà. Donc ce n'est pas le plus fort qui va l'emporter, c'est le mieux adapté à son environnement. Donc il y a une sorte de jeu entre les variations qui se font au hasard et la sélection par l'environnement. Et Darwin, dans son livre L'origine des espèces, dit la nature, ou Dieu, fait finalement exactement ce que font les fermiers dans leurs fermes, puisque depuis des millénaires et des millénaires, les fermiers sélectionnent des variétés de plantes ou des espèces d'animaux avec des caractéristiques qui les avantagent, hein, et donc ils ont fait évoluer les espèces. Hein, effectivement, les vaches domestiques ne ressemblent pas à ce qu'étaient les vaches il y a 10 000 ans, les chèvres domestiques ne ressemblent pas à ce qu'étaient les chèvres il y a 10 000 ans, les lentilles, le pois chiche, le maïs ont changé par rapport aux variétés sauvages parce qu'on les a sélectionnées et c'est le même processus. Et Darwin conclut son ouvrage en disant ne faut-il pas s'émerveiller devant finalement la sagesse du Créateur qui, à partir d'un petit nombre de principes, permet à la vie de se répandre sur Terre, et c'est exactement de la même façon que, dit-il, à partir de la loi de la gravitation, effectivement, tout le mouvement du système solaire, des planètes autour du Soleil se produit. Hein. Qu'il y a cette idée profonde de l'unité. Et Darwin, dans son livre, attribue ça au Créateur. Alors après, il a perdu la foi, mais pour d'autres raisons. Il a perdu la foi par rapport au problème du mal qu'il a rencontré, le mal physique, la mort de personnes qu'il aimait. Ça lui a posé des problèmes spirituels qu'il n'a pas réussi à surmonter. C'est très important ce que vous dites là, hein, parce que beaucoup de gens pensent que Darwin a perdu la foi en ayant découvert l'évolution naturelle. Bon, on y reviendra, hein, mais je voulais quand même faire cette précision. Et donc finalement, que le récit, enfin les observations qu'il avait trouvées et ce qu'il fallait en déduire sur le plan biologique, contredisant le récit créationniste de la Bible, il aurait perdu la foi. C'est comme ça que c'est compris. Et ce que vous venez de dire est très important. Alors, donc ça, dans l'idée de Darwin, Darwin se prend comme le Newton de la biologie, c'est-à-dire Newton montre que la gravitation est mathématique, hein, que c'est finalement le génie du Créateur d'avoir réussi à structurer le monde à partir d'une intelligence mathématique, d'un principe mathématique, et Darwin voit finalement la structuration biologique, l'expansion de la vie sur Terre, la multiplication des espèces comme un processus qui est lié à l'habileté du Créateur, qui instaure un petit nombre de principes et qui permet, comme cela, de créer une grande diversité d'espèces vivantes. Alors évidemment, il y a le jeu du hasard et de la sélection par l'environnement. À l'époque de Darwin, on ne savait pas par quoi étaient portées les variations. C'est-à-dire, on n'avait pas l'idée de l'ADN, hein, du support moléculaire du code génétique. Maintenant, donc, la théorie de l'évolution, c'est pas la théorie de Darwin, c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, qui prend en compte tous les apports de la science depuis Darwin. Hein, et il y en a de nombreux, parce que c'est comme si on disait que la physique s'était arrêtée à Newton. La physique ne s'est pas arrêtée à Newton, elle s'est poursuivie. Donc la biologie ne s'est pas arrêtée à Darwin. On a une théorie synthétique de l'évolution qui intègre plein de disciplines scientifiques, donc évidemment les idées de Darwin, mais également toute la biologie moléculaire, tout ce qui concerne la génétique, l'ADN, qui intègre la paléontologie, tout ce qu'on a appris sur les fossiles, qui intègre l'anatomie comparée entre les espèces vivantes, qui intègre également l'étude de la répartition spatiale des espèces vivantes, hein, comment les espèces se séparent quand elles sont à l'origine dans un endroit où elles peuvent communiquer entre elles, et puis à un moment donné, cet endroit est séparé en deux parce qu'il y a une montagne, parce qu'il y a une vallée, parce qu'il y a un bras de mer qui apparaît, et à ce moment-là, les espèces se diversifient, et on sait, en remontant la génétique, hein, l'horloge moléculaire, on voit une période de séparation qui correspond à ce que la géologie nous dit du point de vue de la séparation. Donc il y a une cohérence de l'ensemble.
Ça, c'est la théorie synthétique de l'évolution. C'est donc la théorie cadre qui permet d'interpréter l'ensemble du vivant, même s'il y a des zones moins claires que d'autres, exactement comme la théorie du Big Bang permet d'interpréter l'ensemble des phénomènes d'astronomie, ou le modèle standard de la physique des particules est le modèle qui nous permet d'interpréter le comportement de la matière. Donc on a cette théorie, et il y a plusieurs lectures possibles du processus qui est responsable de la diversification. Évidemment, il y a d'un certain point de vue le rôle du hasard. Mais qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est le hasard qui est le plus important, ou est-ce que c'est la sélection par l'environnement? Alors il y a plusieurs sensibilités différentes. Il y a ce qu'on pourrait appeler les ultra-darwiniens qui disent non, c'est le hasard complet. Tout se fait totalement au hasard. Et donc nous sommes face à une évolution imprévisible. Si on remonte le film, et si on fait se dérouler à nouveau l'évolution à partir du début de la vie sur Terre, on va avoir des espèces complètement différentes, et en tout cas, par exemple, l'être humain n'apparaîtra pas. Quelque chose comme l'être humain n'apparaîtra pas. Donc l'être humain est complètement contingent. Donc c'est un miracle. Oui, c'est un miracle, ou c'est un heureux hasard, mais qui n'était pas, qui aurait pu ne pas se produire. Donc l'être humain est contingent, et évidemment, la philosophie matérialiste, qui est un projet philosophique très ancien, qui date des Grecs, qui a 25 siècles, peut s'emparer de cette interprétation en disant ça renforce l'idée que l'évolution du monde se fait au hasard, qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de direction, que tout est aveugle. C'est le titre d'ailleurs d'un livre de Richard Dawkins, qui est l'un des grands défenseurs de cette idée-là, l'horloger aveugle. L'évolution est un horloger aveugle qui ne sait pas où il veut aller, en quelque sorte. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de direction dans l'évolution biologique, et pas plus d'ailleurs dans l'évolution cosmique. À l'autre opposé, on a des personnes qui sont toujours dans le cadre de la théorie synthétique de l'évolution, mais qui vont davantage insister sur la pression liée à l'environnement. C'est tout le discours sur ce qu'on appelle l'évolution convergente. C'est tout à fait mainstream, c'est-à-dire ça fait partie de la théorie synthétique de l'évolution. Ces gens-là constatent que la pression de l'environnement, qui est associée, disons, aux lois de la physique, elle est très forte. Et elle va nécessairement engendrer des formes qui sont prévisibles. Par exemple, l'aile a été inventée plusieurs fois au cours de l'évolution, ou plutôt elle a été trouvée plusieurs fois au cours de l'évolution. Il y a des poissons volants qui volent dans l'air, il y a bien sûr des oiseaux qui volent, mais il y avait des dinosaures qui volaient, il y a des insectes qui volent, il y a même des mammifères qui volent, comme les chauves-souris. Donc l'aile est tellement efficace du point de vue de l'évolution, parce que quand on vole, évidemment, on peut aller chercher sa nourriture, on peut fuir les prédateurs, que l'aile a été trouvée de façon indépendante plusieurs fois au cours de l'évolution. De même, tous les animaux marins ont la même forme hydrodynamique, qui est liée aux équations de l'hydrodynamique. Quand vous regardez un dauphin, qui est donc un mammifère, un pingouin, qui est un oiseau, un poisson, ou un ichthyosaure, qui est un lézard disparu, mais qui était pas un lézard, un reptile disparu qui était marin, ils avaient tous la même forme, parce que c'est la forme idéale pour se mouvoir dans l'eau. Donc il n'y a pas de hasard. Donc là, il n'y a pas de hasard. Choix qui apparaît comme le choix le plus. C'est le choix parce que même si ça a été trouvé au hasard, c'est comme quand on jette des billes au hasard sur un paysage, les billes vont se mettre dans les creux. Même si elles vont y arriver. C'est un hasard organisé. C'est un hasard organisé ou un hasard orienté. Et les défenseurs de l'évolution convergente, qui sont des physiciens, des biologistes tout à fait mainstream, c'est pas disent non, c'est ça qui est le plus important. Regardez par exemple l'œil, qui est évidemment un avantage évolutif considérable, a été inventé plusieurs fois au cours de l'évolution. L'œil caméra, les yeux comme ceux que nous avons, tous les vertébrés ont des yeux caméra, mais il y a aussi des animaux invertébrés qui ont des yeux caméra. Il y a bien sûr les araignées ont des yeux caméra, les escargots ont des yeux caméra, les pieuvres ont des yeux caméra. Les ancêtres communs à toutes ces espèces n'avaient pas d'yeux. Et l'œil a été trouvé de façon indépendante plusieurs fois dans l'évolution, parce que c'est très avantageux d'avoir des yeux. Il y a même les coquilles Saint-Jacques ont des yeux caméra,
Elles n'ont pas de cerveau, mais elles ont des yeux caméra. Les méduses, il y a des méduses qui ont des yeux caméra. L'œil est extrêmement efficace. Donc, quelque chose comme l'œil devait nécessairement apparaître, et il est apparu plusieurs fois. Et là, donc, on passe d'une idée dans laquelle c'est le hasard qui est maître et effectivement, rien n'est prévisible, à une idée beaucoup plus orientée, où il y a un certain nombre de formes qui sont liées aux lois de la physique, qui doivent être effectivement, qui sont tellement efficaces qu'elles vont être trouvées de façon indépendante plusieurs fois au cours de l'évolution, qu'elles devaient nécessairement apparaître. Alors, dans cette catégorie-là, on peut parler du chant aussi, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui émettent des signaux vocaux, hein, des insectes, même des poissons, voilà, pareil. Et on peut dire aussi, mais le cerveau est sûrement très efficace également pour survivre. Donc quelque chose comme le cerveau devait se développer. Et effectivement, pour se mouvoir, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est d'avoir 8 jambes, 10 jambes? Non, peut-être que c'est plus efficace d'en avoir que 2. Donc on arrive à rebâtir quelque chose qui ressemble plus ou moins à l'être humain, ou en tout cas à des mammifères supérieurs. Et les auteurs, les biologistes qui travaillent là-dessus disent que, d'un certain point de vue, quelque chose comme l'être humain devait nécessairement apparaître. Donc on passe d'une idée où le hasard régit tout et où l'apparition des espèces animales est supérieure et de l'être humain sont considérées comme quelque chose de complètement contingent qui aurait pu ne pas se produire, à une autre vision où le hasard est là, mais le hasard sert simplement à explorer des possibles, et forcément les possibles les plus avantageux sont forcément trouvés. Une fois qu'on s'installe là-dedans, on y reste, parce que quand on a des yeux, on y tient. Alors le hasard peut être aussi des facteurs indéterminés. Voilà. On n'arrive pas à déterminer les voilà, facteurs. Exactement. Le hasard, c'est voilà. Alors, donc, on a une évolution beaucoup plus canalisée. Et évidemment, à partir de ça, on peut faire plusieurs lectures. On a parlé de la lecture matérialiste. Alors, avant d'arriver là, je me permets de vous interrompre, Bruno Guidardini. Avant d'arriver sur ce volet qui est très important, je voudrais juste vous poser une ou deux questions sur cette évolution. Est-ce que l'évolution est par principe illimitée, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que n'importe quel être vivant pourrait évoluer vers n'importe quel autre être vivant? Vous avez parlé de l'environnement, le déterminisme de l'environnement et les facteurs aléatoires, hein, donc la combinaison des deux. Donc les êtres vivants subissent un déterminisme de leur environnement et des facteurs aléatoires qu'ils vont acquérir et ensuite transmettre par hérédité à leurs ancêtres, enfin à leur descendance. Est-ce que ce principe de l'évolution est par principe illimité, ou est-ce que le code génétique, vous parliez d'ADN, est-ce qu'il limite, est-ce qu'il autorise un certain nombre de changements, mais dans un cadre qui serait limité, qui ferait que, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un hominidé aurait pu avoir des ailes? Vous parliez de la solution de l'aile pour survivre, hein. Voilà. Est-ce qu'on a une réponse à cette question? Alors, ce sont des questions compliquées, hein. Je n'ai pas, évidemment, connaissance très, très poussée de ces questions-là, mais il faut voir que les choses apparaissent progressivement, c'est-à-dire que l'œil n'est pas apparu d'un coup. Il est trop compliqué. L'œil tel que nous connaissons, ce qui apparaît très rapidement, sans doute au cours de l'évolution, ce sont des surfaces photosensibles, c'est-à-dire des zones du corps des animaux qui existaient à ce moment-là, qui sont sensibles à la lumière, parce que cette sensibilité, cette photosensibilité est un avantage quand on veut découvrir des zones qui sont éclairées, soit au contraire fuir les zones qui sont éclairées pour se réfugier. Voilà. Donc on peut imaginer des zones photosensibles. Si on a une zone photosensible plate, on n'est pas en mesure de savoir dans quelle direction se trouve la lumière. Alors après, il y a un avantage, par exemple, à avoir une zone photosensible à l'intérieur d'un creux, parce que cette zone va être directionnelle, parce qu'elle va être, s'il y a un petit trou à l'entrée, si la zone photosensible reçoit de la lumière, ça veut dire que ça vient de la direction du trou. Hein. Voilà. Donc c'est probablement comme ça que l'œil s'est constitué petit à petit. Après, on peut avoir évidemment la formation d'une image, parce que s'il y a une humeur, quelque chose, un liquide à l'intérieur de la zone creuse, ça va avoir tendance à faire une image, donc à préciser encore un peu mieux la direction. Et c'est comme ça que les biologistes interprètent petit à petit l'apparition de l'œil pendant des temps extrêmement longs. Hein. Bon. Et évidemment, il y a une évolution qui se fait au hasard, c'est-à-dire que
dans cette perspective-là, hein, toujours de la théorie synthétique de l'évolution, il y a beaucoup d'essais qui sont infructueux. Hein, et puis il y a des essais qui sont fructueux. Donc, toute la question, par exemple, pour l'apparition des ailes, comment les ailes sont-elles apparues pour les oiseaux? Donc, on sait que les ancêtres des oiseaux, ce sont les dinosaures, hein, les thérapodes, qui devaient courir. Donc, probablement, ils avaient des plumes. Pourquoi avaient-ils des plumes? On ne sait pas trop. Peut-être c'était des caractères sexuels secondaires, comme on dit. Ils s'en servaient pour la parade. Puis, les plumes, ça permettait de maintenir un peu l'équilibre quand ils couraient. Puis, de mieux en mieux, plus les plumes étaient grandes. Puis après, ils ont commencé à volter, comme les poules. Hein. Les poules, elles volent pas très bien, mais elles volettent. Hein. Et voilà, donc il y a des scénarios, c'est parfois un peu hypothétique, parfois assez convaincant. Ça fait partie de la recherche telle que nous la connaissons actuellement. Et on trouve beaucoup de fossiles intermédiaires. C'est la question des fameux chaînons manquants. Hein. On trouve beaucoup de fossiles intermédiaires, mais on a à chaque fois des feuilles. Hein, des feuilles, et il faut reconstituer le tronc. Il y a des chaînons manquants. Il y a beaucoup de chaînons manquants. Alors, il y a effectivement on trouve beaucoup de fossiles. Un des points, c'était justement de savoir comment les poissons sont devenus des batraciens, ou plutôt, voilà, entre guillemets, hein, c'est-à-dire quels étaient les ancêtres communs. Donc, on a trouvé effectivement des fossiles dont les noms m'échappent, où on voit petit à petit les épaules, enfin la clavicule apparaître, justement un mécanisme d'articulation qui va permettre à ces animaux de marcher un petit peu sur la terre ferme. Enfin, donc il y a toute une série de fossiles qui sont trouvés. Et bien sûr, il y a des zones qui manquent, bien sûr, il y a des incertitudes, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que la théorie est très robuste. Alors, évidemment, la question, c'est de savoir si tout ça se fait complètement au hasard ou s'il y a une certaine canalisation. Hein, j'ai parlé de l'évolution convergente qui laisse penser qu'il y a des formes qui sont privilégiées et que même si l'évolution se fait au hasard, les formes, une fois trouvées, on reste dessus. Et donc, il y a un certain nombre de formes qui sont privilégiées parce qu'elles sont particulièrement efficaces. Et ces formes particulièrement efficaces, ce sont celles qui répondent en fait aux lois de la physique, qui sont là depuis le départ, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire les lois d'hydrodynamique, les lois de la mécanique, les lois de l'optique, etc. Voilà, un œil répond aux lois de l'optique. Hein. Si l'œil a cette forme-là, c'est parce qu'il répond aux lois de l'optique. Et donc il y a le hasard, mais sa constitution elle-même est une réponse aux lois de l'optique, comme la constitution de la forme d'un dauphin ou d'un pingouin répond aux lois de l'hydrodynamique. Hein, ça peut pas être autre chose que ça, puisque les lois de l'hydrodynamique sont ce qu'elles sont. Quelle est la période nécessaire à minima, ou enfin je ne sais pas si d'ailleurs on peut... C'est-à-dire une évolution d'une forme à une autre, ça prend combien de temps? Alors, quand on est sur des microbes, c'est extrêmement rapide, puisque, et en particulier, alors les virus sont à la frontière, puisque les virus ne sont pas capables de se reproduire eux-mêmes, mais ils ont un ADN, mais ils ne sont pas capables de se reproduire eux-mêmes. Les virus, on doit, avec la rapidité avec laquelle ils mutent. Hein, on a eu récemment l'épidémie du Covid-19 et on sait que les souches nouvelles qui apparaissent en permanence, hein, c'est une guerre en permanence. Donc ça on le voit rapidement. Nous, notre espèce d'Homo sapiens a 200 ou 250 000 ans. Donc alors on ne voit plus de mutations actuellement, mais on voit des évolutions de l'être humain, puisque par exemple on est de plus en plus grand, on a de plus en plus de mal à avoir des dents de sagesse parce que comme on mâche beaucoup moins, les dents de sagesse ont tendance à avoir du mal à pousser. On retire les dents de sagesse maintenant aux enfants quand on peut. Donc en fait, il y a des changements qui se produisent. Donc l'homme est en train, l'évolution est permanente et donc théoriquement, je ne vais pas dire en pratique, mais théoriquement, on pourrait imaginer, si on fait preuve d'ouverture d'esprit dans le cadre dans ce cadre-là évolutionniste, que l'homme pourrait évoluer vers une autre forme dont l'homme serait oui, la source. Oui, alors on ne sait pas. Évidemment, si on prend la théorie synthétique de l'évolution comme elle est, oui, bien sûr. L'évolution climatique notamment. Oui, bien sûr. Ça va sélectionner certaines caractéristiques plutôt que d'autres. Maintenant, l'être humain, il a quand même des caractéristiques que n'ont pas les autres êtres vivants. C'est que il n'est pas soumis à la pression de sélection de l'environnement, puisque toute notre technologie nous permet
de nous protéger de l'environnement, en quelque sorte. De pour sortir l'instant. de la nature, De enfin sortir pas de complètement, Oui, oui, mais en grande partie, hein, on a des médicaments pour, on a les gens qui sont affaiblis, les gens qui ont des handicaps sont soignés, ils sont accompagnés. Donc on est en train de lutter contre l'évolution, la cruauté de l'évolution biologique avec un autre comportement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre évolution, elle est plus culturelle que naturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des changements, mais ces changements, ce sont des changements culturels et non pas dans notre nature. C'est plutôt la culture qui change. Parce qu'ils prennent du temps, les phénomènes de transformation oui, biologique bien sûr. prennent beaucoup de temps. Vous Ça prend parlez beaucoup de de temps. 250 000 ans pour le mettre en place. Oui, c'est ça. On ne sait pas combien de temps le processus qui a donné naissance au genre Homo, mais depuis 250 000 ans, essentiellement, d'après ce qu'on m'a dit, hein, les squelettes des fossiles de tous les Homo sapiens qu'on rencontre sont tous identiques, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'évolution. Alors ça fait l'objet également d'un débat au sein des spécialistes pour savoir comment se fait l'évolution. Est-ce que l'évolution se fait progressivement, petite génération après génération, donc on est tous en train d'évoluer, ou est-ce qu'il y a des périodes de stase, hein, où ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, et puis brusquement, il y a une évolution plus rapide. Alors Stephen Jay Gould, qui est l'un des grands théoriciens de l'évolution, de la théorie synthétique de l'évolution, lui était le partisan de ce qu'il appelle la théorie des équilibres ponctués, c'est-à-dire des périodes où il n'y a pas d'évolution, et puis après il y a un changement assez cataclysmique des conditions, vous voyez, ça peut être, je ne sais pas, éruption volcanique, effondrement de terrain, une population est séparée du reste, et l'évolution comme il y a une petite population, l'évolution va être beaucoup plus rapide, parce que ce qui lutte contre l'évolution, c'est la dissolution dans une grande population, parce que s'il y a une petite variation dans un sens, mais il y a une petite variation dans l'autre sens, si ces deux êtres-là se marient, ensuite ça va éventuellement se compenser. Alors que si on est dans une toute petite population, les variations vont pouvoir éventuellement s'amplifier. Et donc d'après Stephen Jay Gould et sa théorie des équilibres ponctués, on est dans des phases de stabilité, et puis après il y a des évolutions très rapides avec des petites populations qui sont isolées sur des îles, etc., ou dans des vallées. Donc ça c'est sa théorie à lui, pour expliquer les données de la biologie. Alors, donc pour reprendre, hein, et pour terminer sur cette question-là, des mécanismes, on a évidemment à l'intérieur de la théorie synthétique de l'évolution différentes façons de voir, une façon très favorable au poids du hasard, hein, dans laquelle évidemment l'évolution n'est pas du tout canalisée dans des formes privilégiées, elle se fait de façon complètement contingente, il n'y a pas de finalité. De manière générale, il n'y a pas de finalité dans la science. Et puis, toujours dans le cadre de la théorie synthétique de l'évolution, donc il n'y a absolument pas c'est pas quelque chose de marginal. Ceux qui défendent plutôt l'existence de formes privilégiées à l'intérieur de ce qu'on appelle l'évolution convergente, le fait qu'il y a en raison des lois de la physique, hein, il y a des formes qui vont être trouvées de façon préférentielle, et donc on peut prévoir d'une certaine façon que beaucoup d'animaux marins vont avoir cette forme-là, que pour marcher, effectivement, le plus avantageux, alors il y a 2 jambes, 4 jambes, mais c'est pas 3 jambes, hein, voilà, il y a des raisons qui font qu'on est sur 2 jambes ou 4 jambes, ou 4 pattes ou 6 pattes, mais pas un nombre impair. Donc c'est pas le hasard. Voilà, donc là, même si le hasard est nécessaire pour explorer le champ des possibles. Dans le champ des possibles, il y a des possibles privilégiés qui sont ceux qui sont trouvés par l'évolution. Voilà. Est-ce que les évolutionnistes s'intéressent à la question de l'apparition de la conscience? Est-ce que, alors là, on parle de l'être humain, évidemment. Enfin, on pourrait peut-être même parler des animaux, parce que les conceptions sur les animaux aussi ont évolué au cours de l'histoire. Hein. Mais restons, par exemple, sur les êtres humains. Est-ce que, à votre connaissance, est-ce que vous savez, voilà, est-ce que l'évolution, la conscience, est-ce que l'apparition de la conscience est une question que se posent les évolutionnistes, ou est-ce que pour eux c'est une simple fonction cérébrale, mécanique? Alors ça c'est un autre problème considérable également. Parmi on parlait des inconnus en physique ou en astrophysique, la question de la conscience c'est une question complexe. Dans le cadre du paradigme matérialiste, hein, dans lequel n'existent que les phénomènes physico-chimiques, hein, on n'a pas besoin de la conscience. La conscience ne sert à rien.
parce que nous sommes une machine physico-chimique. Hein. C'est un exemple bien connu. Hein. Nous nous promenons dans la rue, nous sentons l'odeur du croissant chaud. Hein. Donc tout ça, ce sont des phénomènes physiques dans le nez, dans le cerveau. Hein. À un moment donné, le cerveau a reçu un message de l'estomac, que l'estomac était vide, que la digestion était finie. Donc on combine les signaux. Tout ça, c'est un traitement comme un ordinateur, hein, et ça envoie un signal aux jambes disant il faut marcher vers la boulangerie, un signal à la main d'aller vers le portefeuille pour ramasser quelques sous et payer les croissants. Donc il n'y a à aucun moment intervention de la conscience. C'est une série de phénomènes déterministes ou dans le système nerveux, dans le corps, dans le cerveau, qui font que on va faire tel ou tel acte, c'est-à-dire une réaction à des stimuli, hein, et la conscience, c'est-à-dire cette idée, ce film en continu qui passe devant nous et qui nous donne l'impression d'être un sujet et de prendre des décisions libres, au moins de temps en temps, c'est totalement inutile. Donc pour cette vision-là, donc qu'on pourrait appeler ultra-matérialiste, la conscience est un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose d'inutile, et une illusion, finalement. On a l'illusion d'être conscient. Parce que c'est pas la même chose de dire que c'est quelque chose d'inutile, donc quelque chose qui existe mais qui n'est pas nécessaire, et quelque chose de dire que c'est une illusion. Alors une illusion, c'est non nécessaire, donc c'est un épiphénomène qui n'a pas d'utilité puisque nous sommes entièrement déterminés par les stimuli, et c'est une illusion, mais quand on dit c'est une illusion, il faut savoir qui est illusionné. Parce que, en général, il y a un sujet qui est illusionné, qui se trompe. Si c'est une erreur, qui fait l'erreur, hein? Donc ça, c'est un petit peu le paradoxe de l'illusion. Mais mettons que c'est un épiphénomène sans importance, quelque chose qui est là. Mais effectivement, il y a deux choses quand même. Alors, il y a deux problèmes qui apparaissent dans cette vision-là, qui est la vision, mettons, des neurosciences contemporaines. Elle est dominante aujourd'hui dans la science Alors, elle est peut-être majoritaire, mais elle n'est pas absolument dominante parce que le problème de la conscience reste quand même... c'est un double problème. Le problème de la conscience, c'est de comprendre comment ce film est produit, même si c'est un épiphénomène, comment il est produit, hein, d'où ça vient. Hein. Donc, il y a plusieurs théories qui s'affrontent, aucune n'est vraiment satisfaisante, donc on est dans une situation où il y a, même dans le cadre réductionniste où la conscience est le pur produit du cerveau, personne n'est capable de dire exactement comment c'est produit. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est ce que vous venez de dire dans votre question, c'est comment la conscience est apparue, puisque la conscience, on la voit dans des systèmes biologiques. Hein. Donc au moins les êtres humains, probablement d'autres espèces. Hein. Alors on ne sait pas s'il y a une conscience, on pense que probablement, en tout cas, beaucoup d'animaux sont sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent des sentiments, de la haine, de l'amour. Bien sûr, les chiens fidèles, les grands singes, voilà. Les chiens, les chats. On s'aperçoit qu'il y a même les vaches, les moutons, et même au-delà, qu'on peut sans doute que les poissons rouges, les corbeaux sont des animaux qui sont sentients, qui ont des formes d'intelligence. Donc plus on regarde les animaux, plus on se rend compte que ils ont des formes d'intelligence et ils ont des formes de sentience et peut-être des formes de conscience. Donc, comment la conscience est-elle apparue? Si c'est un phénomène qui est inutile, comment est-il apparu et comment s'est-il maintenu pendant des millions d'années ou des centaines de millions d'années, hein, alors qu'il est strictement inutile? Et ça, c'est aussi un autre problème. Donc, en fait, on a donc ce qu'on peut appeler le double, enfin, il y a ce problème-là, et donc de la relation entre le corps et la conscience, et puis ce problème de l'apparition de la conscience à travers l'évolution biologique. Alors évidemment, les neurosciences font beaucoup de résultats, beaucoup de travaux qui sont couronnés de résultats, de succès, hein, mais c'est ce qu'on appelle le problème facile de la conscience. Hein. Le problème facile de la conscience, c'est le fait que quand on pense à chat, eh bien, il y a une zone du cerveau qui s'allume. Quand on pense à chien, il y a une autre zone du cerveau qui s'allume. Donc, on vous met dans un appareil, on voit la zone du cerveau, et
Après, on peut même deviner que vous pensez au chat ou que vous pensez au chien. Hein. Et puis quand on a un accident vasculaire cérébral où il y a une zone qui est abîmée, ben voilà, on perd la parole et puis on la retrouve parce qu'il y a une autre zone qui va se constituer. Donc ça, c'est le problème facile de la conscience. Le problème difficile de la conscience, c'est l'origine du film dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'être un sujet libre, de prendre nos décisions et qu'on pense aussi que les autres sont comme nous. C'est-à-dire que ceux qui sont en face de nous ont aussi cette conscience et sont aussi des sujets libres ou relativement libres. Et là, ce problème-là, il est pas aisé à résoudre. Alors, est-ce qu'on arrivera un jour à trouver une solution? On ne sait pas. Évidemment, c'est un problème qui nous permet de définir notre propre humanité. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est insoluble, parce qu'on sait que les problèmes il y a ce qu'on appelle une autoréférence, sont des problèmes difficiles à résoudre. Parce que comment définir la conscience? Toutes les expériences qu'on fait ne permettent pas de définir objectivement la conscience, parce qu'on est toujours obligé de demander à la personne qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand on a regardé les choses dans le cerveau. On dit, voilà, vous pensez à un chien, ah bah oui, ça s'est allumé là, donc ça veut dire chien. Mais si la personne n'avait pas dit j'ai pensé à un chien, on n'aurait pas pu deviner que c'était le chien qui était là. Ouais. Donc, on a toujours besoin quand même d'intervenir avec la personne qui parle. Voilà. Ça veut dire que si on demande à la personne de penser à quelque chose, il n'y a pas des voyants qui s'allument, auquel cas on dit vous avez pensé au chien parce qu'on a repéré la zone dans laquelle. Voilà, mais on peut pas le savoir a priori, donc c'est quand même toujours. Et puis alors, on a fait des expériences sur la conscience, les personnes endormies, les personnes, les états modifiés de conscience, mais pour pouvoir, on est toujours tributaire de ce que la personne dit. D'elle-même, de sa propre conscience. Donc il y a une grande difficulté à objectiver la conscience, parce que c'est fondamentalement un phénomène subjectif. La conscience. Voilà. Donc on est dans cette difficulté-là, et encore plus si on considère, moi, ce que j'appelle le bouclage de l'explication, c'est-à-dire si la conscience est une illusion ou si un épiphénomène inutile, la cognition est aussi une illusion, parce que qu'est-ce qu'on comprend quand on connaît? Qu'est-ce que c'est que cette sensation qu'on a quand on comprend que racine de 2 est un nombre irrationnel, qu'on vient de découvrir les ondes gravitationnelles. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe quand on accède à la connaissance, qu'on appelle la cognition, qui se passe dans notre conscience. Oui, qu'implique la conscience. Qu'est-ce qui se passe si jamais la conscience est une illusion? Et quelle est la nature de cette cognition si on pense que la physique ne nous parle pas des lois de la nature, mais nous parle de phénomènes du cerveau qui eux-mêmes sont des illusions. Donc il n'y a plus de sujet en fait. Il n'y a plus de sujet. Donc on a une boucle où tout s'effondre, puisque les lois de la physique sont elles-mêmes subjectives, puisqu'elles sont liées au cerveau, à la cognition qui elle-même est subjective, puisque est illusoire plutôt que subjective, parce qu'elle est liée à la conscience qui est illusoire. La conscience, on ne sait pas comment elle est produite, mais on est quand même la fin du processus d'évolution qui a commencé avec le Big Bang et qui a quand même si tout ça c'est illusoire, qui nous a quand même installés dans ce monde-ci avec notre vie et on est bien réel. Donc il y a quelque chose qui va pas trop dans le système d'explication globale et on peut préférer une interprétation beaucoup plus réaliste dans laquelle finalement la conscience a une existence, peut-être indépendante du corps, la cognition a une existence objective ou relativement objective, les lois de la physique ont une existence, même si les lois, évidemment, sont notre description humaine, il y a des régularités qui ont une existence objective et ainsi de suite. Donc rétablir une sorte de réalisme global, et c'est la position que défendraient, disons, les philosophes qui s'intéressent à la métaphysique, les philosophes traditionnels, ou les philosophes d'inspiration religieuse comme les philosophes de philosophie juive, chrétienne ou musulmane. Alors, pour conclure cet entretien, Bruno Guidardoni, est-ce que la théorie synthétique de l'évolution, puisque c'est la forme moderne, contemporaine de cette théorie, est-ce que cette théorie contredit le récit, alors
je pourrais vous demander le récit des religions sur la création de l'homme, de la terre, de l'univers, des animaux, voilà, mais notamment de l'homme. Et est-ce qu'il existe déjà des différences entre ces récits, hein, est-ce que le récit biblique et le récit coranique sont des récits différents, convergents, ou bien à la fois convergents et différents, je ne sais pas. Et est-ce que la théorie de l'évolution contredit ces récits religieux sur la création? Alors, il y a des interprétations de la théorie de l'évolution qui contredisent les récits religieux, parce que la théorie de l'évolution, elle est susceptible de différentes lectures philosophiques, voire de lectures idéologiques, parce qu'on a vu dans la théorie de l'évolution, la théorie synthétique de l'évolution, une justification pour un certain nombre d'idéologies au XXe siècle, hein, le capitalisme, hein, la survie du plus fort, hein, le darwinisme social. Le darwinisme social, la justification des riches et des pauvres. On a vu évidemment une justification du colonialisme. Le nazisme aussi. Une justification du nazisme, hein, l'eugénisme, hein, une justification du stalinisme, hein, donc les forces de la matière, etc. Donc on a vu la justification de beaucoup d'idéologies au XXe siècle, mais c'était des lectures idéologiques de la science. On peut faire des lectures idéologiques de la science. La science est neutre du point de vue idéologique, à mon avis, puisqu'elle a été pratiquée dans des cultures différentes pendant des siècles et des siècles, en Grèce, en Inde, dans le monde arabo-musulman, en Europe, aux États-Unis, maintenant en Chine, en Inde, à nouveau, au Japon, etc. Donc la science est neutre du point de vue idéologique. Mais les lectures que l'on fait de la science, elles, peuvent être extrêmement diverses. Alors évidemment, la théorie de l'évolution peut faire l'objet d'une lecture matérialiste, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des lectures de nature plus spirituelle, hein, déiste ou théiste. Hein, la lecture déiste est celle dans laquelle on conçoit l'existence d'un créateur, mais ce créateur n'intervient plus ensuite dans la création, une fois qu'il a lancé la création. Les lectures théistes sont celles des grandes philosophies juives, chrétiennes et musulmanes, où Dieu fait la création, mais il continue d'être présent dans l'histoire des hommes. Ça, c'est la lecture théiste. Donc, on peut faire des lectures de cette nature. Par exemple, il y avait le grand penseur Pierre Teilhard de Chardin, qui était un évolutionniste, hein, mais qui, en même temps, intégrait cette vision-là dans le cadre d'un schéma de pensée chrétien. Bon, il a été contesté au sein de l'Église, mais tout le monde reconnaît maintenant le caractère intéressant, visionnaire peut-être de ses travaux. Donc, on peut faire une lecture spirituelle dans laquelle on met l'accent sur l'unité du vivant, sur le fait que l'être humain est, dans la vision de la théorie synthétique de l'évolution, si on prend en compte l'idée de la théorie de l'évolution convergente, l'être humain est inévitable. Hein. Évidemment, tout ça prend beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que c'est que le temps pour le créateur, hein? Le temps n'a pas d'importance. Hein. Du point de vue du créateur, quand il dit à une chose soit, ben, elle est, bien sûr, mais nous sommes dans le temps et nous voyons le développement des choses dans le temps. Nous ne pouvons exister que parce qu'il y a eu nos parents qui nous ont précédés, eux-mêmes ont été précédés par leurs parents et ainsi de suite. Donc il y a entre le kun et le fayakun. Oui, il y a un fa. Voilà. Un fa qui dénote dans la langue arabe un petit intervalle de temps. Donc ce petit intervalle de temps, il est sûrement infinitésimal pour le créateur, mais il est évidemment peut-être très long pour nous. Donc on peut avoir une lecture théiste de l'évolution. Alors évidemment, est-ce que ça contredit, par exemple, sur les origines de l'homme, le récit biblique ou le récit coranique? Je crois qu'il faut avoir en tête deux choses. La première chose, c'est que nous avons parlé jusqu'à présent de notre biologie, c'est-à-dire de la matière dont nous sommes constitués, de notre argile en quelque sorte. Hein. Or, l'être humain est duel, il n'est pas simplement fait à partir de l'argile, il est fait aussi à partir du ruh, du souffle divin, puisque c'est ce souffle qui a été insufflé par le Créateur dans Adam. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ce souffle divin? C'est un grand mystère, puisque c'est le souffle divin, c'est le souffle de Dieu, min ruhih, de son souffle. Alors, évidemment, l'argile préexistait à la création d'Adam. On peut faire un peu d'interprétation, peut-être, et dire, ben oui, l'argile dont nous sommes constitués, c'est la matière biologique, après tout, voilà. Nous sommes une créature parmi tant d'autres, nous sommes à l'intérieur de la création, nous sommes sur cette terre comme le jardinier du jardin, le représentant de Dieu sur terre, hein, le khalifa, fil ard, et
Et finalement, c'est pas humiliant d'avoir cette partie biologique qui donne l'unité du vivant, parce que nous savons que notre humanité est située dans ce mystère du Ruh, ce mystère du plan d'Allah pour la création, puisque ce plan, évidemment, même les anges l'ignorent. Et alors, il faut tout de même, est-ce qu'il ne faut pas tout de même revoir notre compréhension? Alors là, il s'agit évidemment des personnes attachées à une tradition religieuse, hein, qu'ils soient musulmans ou autres, mais restons dans le cadre, par exemple, du récit coranique de la création. Est-ce que vous évoquiez l'esprit, hein, est-ce qu'il ne faut pas revoir nécessairement, à partir du moment où on inscrit, alors il ne s'agit pas de faire du concordisme, mais il s'agit justement de voir est-ce que la théorie de l'évolution ne contredit pas le récit coranique, donc dans ce cadre-là, cette idée que Dieu crée le corps et ensuite y insuffle de son esprit. Donc on a l'impression que c'est une opération qui est spécifique à l'être humain et que l'esprit divin n'est pas intégré chez les animaux, chez les végétaux, etc. Alors qu'on voit bien que dans le cadre de la théorie de l'évolution, nous avons une forme commune et ensuite différentes évolutions, voilà, avec des filiations, etc., qui aboutissent donc à l'être humain, pour ce qui nous concerne. Est-ce qu'il faut comprendre l'insufflation de l'esprit à un moment donc, qui n'est pas le moment initial, puisqu'il y a une dérivation, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas nécessairement repenser donc Alors, la réponse est oui, mais je pense que nous n'aurons pas la réponse à la question. Parce que savoir quand nous sommes devenus humains, c'est un mystère. Parce que ça supposerait que nous sachions ce que signifie notre humanité, c'est-à-dire notre ruh. Or, c'est le but de notre vie en tant qu'être humain, c'est de connaître le ruh, c'est de connaître Allah, de connaître notre Créateur par l'Esprit, puisque c'est seul l'Esprit qui nous permettra de connaître le Créateur. Et donc nous ne savons pas quand nous sommes devenus des êtres humains. En fait, nous ne savons pas. Il y a tout ce récit de la paléoanthropologie où effectivement on a l'impression d'une certaine continuité, mais il y a un moment où, voilà, comment s'est passée l'acquisition du langage, à partir de quel moment a-t-on été intelligent? Est-ce qu'il y a un moment où on a commencé à croire en Dieu, dans le Dieu unique? Tout ça, ça reste très mystérieux. Et je ne sais pas si la science sera un jour en mesure de nous dire des réponses, parce qu'évidemment, on peut toujours raconter des histoires. Et il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires comme si c'était clair. L'interprétation, vous voulez dire, il y a voilà. de l'interprétation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de l'interprétation de la science. Alors, bien sûr, il y a des interprétations de nature religieuse, mais il y a aussi des interprétations de nature matérialiste qui disent circuler, il n'y a rien à voir, et tout est clair, et on est des animaux, on a progressé. Le produit du hasard. Oui, le produit du hasard, et puis à un moment donné, on a commencé à se raconter des histoires. Ben oui, mais pourquoi on a commencé à raconter des histoires, et puis à un moment donné, on a commencé à à adorer Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Voilà, donc en fait, ce sont des explications qui n'en sont pas, parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc, j'aurais tendance à dire que nous ne savons pas ce qui fait notre humanité, ou plutôt nous ne le savons que dans la mesure où nous avons cette réflexion sur la spiritualité, sur le ruh, hein, puisque le ruh, c'est ce qui fonde notre spiritualité, et c'est ça qui fait notre humanité, et non pas notre spécificité d'être humain, et non pas la biologie que nous partageons avec le reste de la création et qui nous rend solidaires du reste de la création et responsables vis-à-vis du reste de la création. Alors évidemment, où est la vérité? Alors la vérité, elle est d'une double nature. C'est pas la double vérité au sens où les scolastiques critiquaient Averroès. C'est plutôt l'idée que la science nous apporte un discours sur le monde qui est corroboré par les faits, mais la notion de vérité scientifique, elle est difficile à maintenir. Elle est évolutive elle est évolutive parce que voilà, on sait qu'il y a les faits scientifiques, il y a des théories, puis il y a les interprétations des théories, il y a des zones d'ombre. Il y a des réfutations oui, des réfutations. De donc il y a des fossiles qu'on va continuer à trouver, etc. Donc on ne sait pas très bien. Il y a des zones d'ombre, mais en même temps il y a les fossiles. Hein, il y a les hominines, il y a la parenté génétique, etc. Et puis d'un autre côté, on a des récits, des narrations religieuses, des récits religieux il faut s'interroger sur ce qu'est la vérité religieuse. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vérité dogmatique? Ou est-ce que la vérité d'une religion, ou la vérité d'un texte sacré, c'est la capacité qu'a ce texte sacré à nous transformer, c'est-à-dire à nous faire avancer sur la voie spirituelle, à nous rendre meilleurs?
Et peut-être que c'est ça la définition de la vérité d'un texte religieux. C'est pas la vérité dogmatique. Si cette vérité dogmatique ne nous transforme pas, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le fait que nous puissions nous laisser éclairer par le texte religieux, par par exemple le récit de la création d'Adam, qui est un récit symbolique. Mais ce récit symbolique nous permet de réfléchir sur ce qui fait notre humanité, la capacité à pécher, à se repentir, etc. Vous voulez dire une forme symbolique, vous voulez dire une forme qui soit saisissable et compréhensible aux humains, ce que ne pourrait pas être surtout aux époques précédentes dans le passé, qui n'avaient pas la connaissance civique, ce que n'aurait pas pu être un autre récit peut-être plus proche de la réalité de la création. C'est ça Alors que vous voulez ça, dire ? c'est ce que dirait Averroès. Averroès dirait exactement ça, et je dirais la science, ou plutôt la philosophie à son époque, permet d'accéder à toute la vérité, mais cette vérité est une vérité technique, elle est complexe, et la plupart des gens n'en sont pas capables, donc le Créateur, le Seigneur, dans son infinie miséricorde, envoie les mêmes vérités, mais sous le voile des religions, pour que le commun des mortels puisse accéder à la vérité. Mais je faisais plutôt allusion à autre chose, au fait que un récit symbolique, c'est un récit qu'on n'a jamais fini de comprendre. C'est-à-dire, c'est un récit qui est encore plus profond que le récit clair et articulé. Parce qu'après tout, voilà, la science nous dit, alors il y a eu des différentes espèces d'hominines, mais ça, c'est un récit qui est cohérent avec les faits, ou au moins les faits partiels qu'on a, les fossiles, etc. Mais c'est pas quelque chose qui nous permet de méditer sur notre humanité. Or, le récit de la Genèse, ou le récit du Coran, ou un autre récit équivalent, on n'a jamais fini de le lire parce que c'est un récit qui nous apprend quelque chose sur le sens de notre vie. Hein, c'est-à-dire le pourquoi, plutôt que sur le comment de l'apparition de l'être humain. Et voilà, et c'est en ce sens-là que je parle de symbole. C'est pas un mot faible, c'est un mot très fort, au contraire, c'est-à-dire un récit qui nous amène petit à petit à comprendre ce qu'est notre humanité, ce qu'est le mystère de notre ruh. Merci beaucoup Bruno Guidardoni pour toutes ces explications et toutes ces clarifications. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Observatoire de Lyon. Vous êtes aussi, je n'ai pas mentionné, directeur d'un ouvrage qui avait été publié aux éditions Alboura qui s'appelle Science et religion en islam. C'est un ouvrage collectif avec toute une série de scientifiques qui ont participé, qui ont apporté leur contribution à la définition de ce que sont les rapports entre science et religion. Voilà, donc je remercie tous nos auditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à prolonger cet entretien dans le fil de commentaires. Et pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur Mizzen TV.